Je restais assise, immobile, dans un coin du salon. Le dos bien droit, les mains posées sur les genoux, je respectais un protocole strict. J'observais cette foule de proches, qui faisait autant de bruit qu'un marché aux puces, et non des funérailles. Le notaire avait à peine ouvert la bouche, que mon père s'est levé brusquement, l'interrompant d'une voix forte, presque autoritaire. 3 biens immobiliers à Nice appartiennent à mon fils. Quant à Olivia, l'armée l'a déjà éduquée. Elle n'a besoin de rien, et elle n'aura pas un seul centime. Des applaudissements ont éclaté, et ma mère a hoché la tête, en signe d'approbation. J'ai ressenti une boule amère dans la gorge, non pas pour l'argent perdu, mais face à leur cruauté flagrante. Mon pouls s'est accéléré sous l'effet de la rage. Cependant, les muscles de mon visage sont restés figés, endurcis par des milliers d'heures de service. Ryan a levé son verre de vin, dans ma direction. Ses yeux étaient remplis de ce regard moqueur, propre au vainqueur. Lui, tout comme le reste de la pièce, n'avait pas la moindre idée d'une chose cruciale, le lieutenant de vaisseau Olivia Matthews n'était pas venu ici pour mendier. J'ai baissé les yeux vers la mallette métallique, solidement fermée à mes pieds. Elle contenait une vérité, endormie depuis 3 ans. Je me suis alors demandé, avec une certaine ironie, à quelle vitesse leur sourire s'effacerait, lorsqu'ils comprendraient que ce testament n'était qu'un vulgaire bout de papier. L'air, dans la villa des Matthews au Cap d'Antibes, était lourd. Il était presque suffocant, masqué par l'odeur des cocktails aux crevettes tièdes, et du chardonnay bon marché, versé dans des verres en cristal hors de prix. 30 invités, pour la plupart des compagnons de beuverie de Ryan, et d'anciens partenaires commerciaux de mon père, avaient transformé la veillée funèbre de grand-mère Margaret, en une vulgaire réunion d'affaires. Personne n'a prononcé son nom. Personne n'a partagé le moindre souvenir de cette femme, qui avait bâti la fortune de cette famille, à partir d'un simple camion de livraison. Il ne chuchotait qu'autour de la valeur de l'immobilier, et des impôts sur les plus-values. J'étais assise là, comme une extraterrestre, dans mon uniforme de service bleu marine. Une tache d'encre noire, nette et tranchante, sur leur toile au ton pastel. De l'autre côté de la pièce, Ryan était affalé, les pieds posés sur la table basse en acajou. Son bras enlaçait Brooke. Les faux ongles en acrylique de cette dernière, longs et courbés comme des serres de faucon, tapotaient contre son verre, pendant qu'elle ricanait. J'ai entendu le chuchotement théâtral de Ryan, qui résonnait à travers le bureau. « Attends un peu, bébé. Cette Porsche 911 sera garée dans notre garage, dès la semaine prochaine. » La cupidité n'était plus masquée. Elle était affichée au grand jour, hideuse, et elle aspirait tout l'air de la pièce. Puis est tombée la sentence finale, amplifiant le choc, que je venais tout juste d'encaisser. Mon père, Thomas Matthews, a réajusté sa cravate. Il se tenait au centre de la pièce, tel un roi s'adressant à ses sujets. Il ne m'a pas regardé. Son regard glissait au-dessus de ma tête, comme si je n'étais qu'un meuble invisible. « Ryan, mon fils aîné », a-t-il annoncé. Sa voix tonnait, avec cette autorité artificielle, qu'il avait toujours confondue avec le vrai leadership. Il a besoin d'une base solide, pour fonder une famille. C'est lui qui porte le nom des Matthews. Il a fait une pause, pour ménager un effet dramatique. Il a laissé le silence s'installer lourdement, avant d'enfoncer le couteau, qu'il avait déjà planté. Quant à Olivia, il a fait un vague geste de la main, dans ma direction. Elle a décidé de quitter cette famille, pour jouer aux soldats. Elle a sa pension, elle a sa mutuelle, et elle a tous ses avantages de militaire. L'État a pris soin d'elle. C'est pourquoi, l'héritage de grand-mère ira à celui qui en a vraiment besoin, à Ryan. La salle a de nouveau explosé d'applaudissements. Ils applaudissaient mon déshéritement. Ils se réjouissaient de cette logique absurde, mon service, mes sacrifices, et mon indépendance, étaient précisément les raisons pour lesquelles je méritais d'être puni. Je tournai lentement la tête vers ma mère, espérant y trouver, au moins, une once de justice. Mais Suzanne Matthews a simplement baissé les yeux. Ses doigts trituraient nerveusement son collier de fausses perles. Lorsqu'elle a enfin croisé mon regard, il n'y avait aucune excuse dans ses yeux. Elle s'est approchée,
d'un pas hésitant, et a posé une main froide sur mon épaule. Elle s'est penchée, chuchotant juste assez fort, pour que les invités à proximité puissent entendre, jouant ainsi son rôle de pacificatrice. Olivia, s'il te plaît, ne fais pas de scène. Ton frère est sensible. Toi, tu es forte, n'est-ce pas? Tu as toujours été une survivante. Tu n'as pas besoin de ces vieilles maisons. Laisse-le avoir tout ça, pour que la famille puisse rester en paix. Voilà. Mon endurance était utilisée comme une arme contre moi. À ses yeux, le fait que je ne pleure pas, signifiait que je ne saignais pas. Elle me demandait de me sacrifier, pour nourrir son enfant roi capricieux, simplement parce que je pouvais supporter la douleur. Merci, papa. Merci, maman. Je promets de faire honneur à cette famille, a crié Ryan, en se levant. Son visage était rouge, sous l'effet de l'alcool et de l'arrogance. Il a levé son verre, dans ma direction. Un sourire en coin jouait sur ses lèvres. Ne sois pas triste, la fille soldat, s'est-il moqué. Si tu te sens trop à l'étroit avec ton salaire de fonctionnaire, je pourrais te prêter quelques milliers d'euros. Mais n'oublie pas, je prends des intérêts. Brooke a poussé un petit cri de rire. Ce son aigu, qui me tapait sur les nerfs, a rendu l'humiliation totale. Ils m'avaient dépouillé, ils avaient annulé mon existence, et maintenant, ils dansaient sur mes cendres. J'ai senti le poids de ma mallette en aluminium, posée contre ma botte de combat. À l'intérieur, se trouvaient 8 actes de propriété, marqués du sceau officiel, signés et notariés, il y a 3 ans de cela. J'ai fermé les yeux, l'espace d'une microseconde. Inspiration sur 4 temps. Rétention sur 4. Expiration sur 4, rétention sur 4. La technique de respiration carrée des commandos marines s'est activée, faisant redescendre mon rythme cardiaque, d'un sprint effréné à un petit trot régulier. La rage était toujours là, mais désormais, elle était froide. Elle était concentrée, elle s'était transformée en munition. Je ne me suis pas levée pour crier. Je n'ai pas jeté mon verre. J'ai simplement regardé au-delà de mon père, au-delà de Ryan. J'ai verrouillé mon regard sur le notaire de la famille, Maître Hollis, qui tendait déjà la main vers son stylo, pour finaliser les documents. Mon regard a fendu la célébration, comme une lame à travers la soie. Maître Hollis, ai-je dit, d'un ton plat et dénué de toute émotion. Avant de les laisser signer, êtes-vous absolument certain que votre dossier a été mis à jour, après mai 2021 ? Pour comprendre pourquoi je n'ai pas hurlé sur le notaire, et pourquoi je n'ai pas jeté mon verre au visage de mon frère, il faut remonter 15 ans en arrière. Il faut s'asseoir à la table des Matthews, et ressentir cette texture si particulière du silence, qui m'était exclusivement réservée. La mémoire est dense, imprégnée de l'odeur des travers de porc au barbecue, et du son assourdissant de la télévision, branchée sur une chaîne de sport. Mon père siégeait en bout de table. Il maniait sa fourchette comme un sceptre, distribuant son attention, comme s'il s'agissait d'une monnaie rare. Ryan, parle-moi de cet essai marqué, en deuxième mi-temps, a demandé papa. Ses yeux brillaient, vivant la gloire par procuration. Ryan, la bouche pleine de pain, a haussé les épaules avec une nonchalance étudiée, l'entraîneur a annoncé la mauvaise tactique. Honnêtement, si notre ligne d'attaque n'avait pas été aussi lente, j'en aurais marqué 3 de plus. Mais oui, cette passe était exceptionnelle. Papa a hoché la tête d'un air entendu. Il blâmait l'entraîneur, la ligne, l'arbitre, blâmant le monde entier, pour le fait que l'équipe de Ryan, bien qu'étant au niveau du lycée, avait en réalité perdu le match 14-35. Dans la réalité de mon père, Ryan ne perdait jamais. Il était seulement trahi par les autres. À l'autre bout de la table, j'ai doucement posé un morceau de papier sur la nappe. C'était mon bulletin de notes du trimestre. Que des 20 sur 20. Mathématiques, 20. Physique, 20. J'ai lissé les bords du papier, en attendant. J'ai attendu une pause, dans les commentaires sur le rugby. J'ai attendu un simple regard. Le papier reposait là, entre le chou et les serviettes, blanc et net. 5 minutes se sont écoulées, puis 10. Finalement, papa a regardé dans ma direction.
Olivia, a-t-il marmonné, pointant son couteau vers un plat vide. On n'a plus de viande. Va vérifier dans la cuisine, et débarrasse ces assiettes pendant que tu es debout. Il n'avait même pas vu le papier. Ou, peut-être l'avait-il vu, mais cela ne s'était tout simplement pas enregistré, comme quelque chose d'important. Je n'étais pas une personne que l'on devait célébrer. J'étais le personnel de maison. J'étais le fantôme, qui faisait la vaisselle, pendant que la vraie famille discutait d'héritage. Le fossé invisible s'est transformé en un véritable canyon, durant mon année de première au lycée. C'était la semaine de la soirée de gala. Ryan, alors en terminale, avait décidé qu'il lui fallait un nouveau look, pour impressionner les filles. Je regardais depuis l'encadrement de la porte, pendant que maman était assise sur le bord du lit. Son chéquier était ouvert. Ryan tenait une housse, contenant un costume italien en laine. 800 €, Suzanne, a demandé papa, en haussant un sourcil, bien qu'il tende déjà la main vers son portefeuille. Il faut qu'il ait de l'allure, Thomas, a insisté maman, en souriant à son garçon en or. C'est un investissement, pour sa confiance en lui. Elle a fait chauffer la carte de crédit, sans aucune hésitation. 800 €, pour une nuit de danse, et de punch bon marché. Plus tard, au cours de la même semaine, j'ai abordé ma mère dans la cuisine. Je faisais des recherches sur les études supérieures, visant les grandes écoles, ou l'école navale. Maman, ai-je demandé, la voix basse. J'ai besoin d'acheter des annales, pour préparer les concours d'entrée. Le lot coûte 50 €. Maman a soupiré. Un long et dramatique soupir, qui a aspiré tout l'air de la pièce. Elle m'a regardé avec une expression de douleur, comme si je venais de lui demander, de me faire don d'un rein. Olivia, très franchement, s'est-elle agacée, en grattant agressivement une casserole. Nous sommes un peu justes financièrement, en ce moment. Ne peux-tu pas simplement les emprunter à la bibliothèque? Pourquoi es-tu toujours si exigeante? Tu dois apprendre à être moins égoïste. Égoïste? Le mot est resté suspendu en l'air. 800 € pour un costume, sur lequel Ryan allait vomir, c'était un investissement. 50 € pour mon avenir, c'était de l'égoïsme. L'après-midi même, alors que Ryan partait avec la toute nouvelle voiture de son père, pour aller chercher sa petite amie, j'ai enfilé une vieille robe de ma cousine, qui faisait 2 tailles de trop. J'ai compris à ce moment-là, que dans le grand livre de contes des Matthews, Ryan était un actif, et que j'étais un passif. La rupture définitive a eu lieu, 3 ans plus tard. Je suis rentrée à la maison, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes, serrant une épaisse enveloppe. Je suis prise, ai-je dit, en posant la lettre d'admission à l'école navale de Brest, sur la table basse. Papa y a jeté un coup d'œil, pendant une page de publicité. La marine? Eh bien, c'est bien. Ça me fait économiser les frais de scolarité. Il s'est tourné de nouveau vers l'écran. Ça te correspond bien, Olivia. L'armée, c'est très structuré. Tu n'auras pas à t'inquiéter d'être trop féminine là-bas. Tu te contentes de suivre les ordres. Aucune félicitation, aucun câlin, aucun « je suis fière de toi ». Juste le soulagement, d'être rayé de la liste de ses dépenses, et un commentaire ambigu sur ma féminité. Quand le jour est venu, de me présenter à la base de Brest, j'ai préparé mon unique sac de voyage. Je me tenais dans le vestibule, en attendant. Je ne peux pas t'emmener à la gare routière, ma chérie, a crié maman, depuis l'étage. Ryan s'est cassé une dent, en ouvrant une bouteille de bière. Je dois l'emmener chez le dentiste, et j'ai une réunion au club à 10 h, a ajouté papa, en regardant sa montre. Tu peux appeler un Uber, n'est-ce pas? Tu es indépendante. J'ai pris un quart de ligne. Quand le lourd moteur diesel a rugi, et que le car s'est éloigné du trottoir, j'ai regardé par la fenêtre, vers le trottoir vide. J'ai réalisé que je ne quittais pas ma famille, parce qu'en réalité, je n'en avais jamais eu. Brest était froide, humide et misérable. Ils n'appellent pas ça la semaine d'intégration pour rien. Je rampais dans la boue gelée. Mes poumons brûlaient,
tandis que l'instructeur hurlait à 2 centimètres de mon visage, insultant ma faiblesse, ma posture, et mon existence même. Et, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une paix profonde. Cela semble fou, mais c'est la vérité. Quand le sergent me criait dessus, il ne le faisait pas parce que j'étais Olivia, la fille invisible. Il le faisait, parce que ma posture pour les pompes était incorrecte. C'était objectif. C'était juste. Un matin, lors de l'inspection, l'instructeur s'est arrêté près de mon lit. Il a pris une pièce de monnaie, et l'a fait rebondir sur mes draps tendus. Elle a volé en l'air. Il a vérifié les angles du lit. Des angles parfaits à 45 degrés. Il m'a regardé dans les yeux. Un candidat exceptionnel. Cette simple phrase a nourri une faim, que je ne soupçonnais même pas avoir. J'ai fait mienne la devise des forces spéciales, la discipline, c'est la liberté. L'armée ne m'a pas brisé. Elle m'a forgé. Elle m'a appris que l'amour n'est pas une ressource rare, qu'il faut mendier à la table du dîner. Le respect se gagne par l'action. Chaque matin, je faisais mon lit au carré. J'ai bâti un mur, entre moi et les gens qui me faisaient me sentir minuscule. Je suis devenue dure. Je suis devenue tranchante. Je suis devenue une arme. Et les armes ne pleurent pas, lorsqu'on les raid d'un testament. Elles se rechargent. Mes soupçons n'ont pas commencé, le jour des funérailles. Ils ont commencé, 3 ans auparavant, lors d'une permission de 4 jours, que j'avais prise pour rendre visite à grand-mère Margaret. Dès que j'ai ouvert la porte d'entrée de la maison familiale, en banlieue, une odeur m'a frappée. Ce n'était pas l'odeur de lavande et de pain chaud, dont je me souvenais depuis mon enfance. C'était une odeur lourde, écœurante, de plâtre mouillé et de moisissure. J'ai trouvé grand-mère, assise dans son fauteuil préféré. Une couverture en tricot était tirée jusqu'à son menton, malgré la douceur de l'automne méditerranéen. Dans un coin du salon, un seau en plastique de chez Leroy Merlin trônait sur le tapis persan. Goutte, goutte, goutte. Le son était rythmé et exaspérant, comme une horloge qui tic-tac lentement, comptant les heures avant l'effondrement de la maison. Grand-mère, ai-je demandé, la poitrine serrée. Pourquoi y a-t-il un seau dans le salon? Pourquoi n'as-tu pas appelé un couvreur? Elle m'a souri, mais ses yeux étaient troubles, remplis d'une résignation qui m'a brisé le cœur. J'en ai parlé à Ryan, ma chérie. C'est lui qui gère les comptes, maintenant. Il m'a dit que les devis pour la toiture étaient astronomiques. Il m'a dit que le fonds d'entretien tournait à sec. Il m'a dit que je devais juste être patiente, et survivre à une autre saison des pluies. J'ai regardé le plafond taché d'eau, puis le seau rempli d'une eau marron et boueuse. Tournait à sec. Grand-mère possédait 8 biens immobiliers locatifs à Nice, l'un des marchés les plus dynamiques du pays. Ses appartements étaient tous occupés, depuis les années 90. L'idée qu'il n'y ait pas assez de liquidité, pour réparer un morceau de toit, n'était pas seulement improbable. C'était mathématiquement impossible. Cette nuit-là, après que grand-mère a pris ses médicaments, et qu'elle s'est couchée, je ne suis pas allée dormir. Je suis allée vers le bureau en acajou, et j'ai trouvé le grand livre de comptes. Je suis officier du commissariat des armées. Mon travail quotidien consiste à gérer des millions d'euros d'actifs militaires, et à suivre des chaînes d'approvisionnement complexes, depuis les usines jusqu'aux porte-avions en mer. Je sais comment repérer une anomalie. Dans mon monde, s'il manque une seule vis, nous arrêtons toute la chaîne, jusqu'à ce que nous la trouvions. La comptabilité de Ryan n'était pas seulement désordonnée. C'était une scène de crime. Il n'y avait aucune facture originale. Seulement des gribouillis, dans les marges. J'ai fait glisser mon doigt le long des colonnes. Réparation de plomberie, 3 500 €. Entretien des espaces verts, 2 200 € par mois. J'ai ricané, dans le silence de la pièce. 2 200 € pourquoi? Les propriétés locatives avaient des cours en gravier, et des plantes grasses, qui ne nécessitaient aucun arrosage. Ils facturaient à la succession, une équipe d'entretien paysager, qui n'existait probablement même pas. Le lendemain matin, le son d'un moteur V6 biturbo a brisé le silence du quartier.
J'ai regardé par la fenêtre, et j'ai vu Ryan se garer dans l'allée. Il ne conduisait pas sa vieille berline. Il était au volant d'un Ford Ranger Raptor flambant neuf. Ce pick-up était un monstre, peint d'un orange brillant, monté sur des pneus immenses. Le prix catalogue ? Au moins 75 000 €. Il en est descendu, portant des lunettes de soleil de marque, et tenant un gobelet de café à emporter. Il incarnait l'image même de la santé et de la richesse, en contraste frappant avec grand-mère, qui grelottait à l'intérieur de sa maison humide. « Salut, petite sœur », a-t-il lancé, en m'apercevant sur le porche. « En permission à la maison ?» J'ai pointé le doigt vers le véhicule. « Belle voiture, Ryan. D'où vient l'argent ? Papa m'a dit que tu gagnais mal ta vie. » Ryan a haussé les épaules, en prenant une longue gorgée de son café hors de prix. « Les crypto-monnaies, Olivia. Tu ne comprendrais pas. J'ai fait quelques bons coups avec le Bitcoin. Bref, ne viens pas me faire la morale pour le toit. Les matériaux coûtent une fortune, en ce moment. Des problèmes de chaîne d'approvisionnement, tu sais. » Il utilisait des mots à la mode, qu'il avait entendus aux informations, pour brouiller les pistes. Il me mentait en pleine figure, sans aucune hésitation. Il mentait, en se tenant à 3 mètres de la femme qu'il avait élevée. Une femme, qui en ce moment même, récoltait l'eau de pluie dans un seau en plastique, pendant que lui, roulait dans un char d'assaut, qui coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Mais j'avais besoin de preuves solides. J'avais besoin de l'arme du crime. Je l'ai trouvée, à la page 42 du registre. Remplacement du système de climatisation, sur l'avenue Jean Médecin, 8 000 €. La date remontait au mois dernier. J'ai pris ma voiture, et j'ai conduit directement jusqu'à l'appartement, sur l'avenue Jean Médecin. C'était une journée chaude, environ 30 degrés. Quand un locataire, nommé Marc, a ouvert la porte, une vague de chaleur m'a frappé. Il transpirait à travers son t-shirt. « Un nouveau bloc de climatisation ?» ai-je demandé, en sautant les politesses. Marc a lâché un rire amer. « Vous plaisantez ? La clim est morte, depuis 3 mois. J'ai appelé Ryan des dizaines de fois. Il m'a ignoré. Je suis justement en train de préparer une plainte, pour logement indécent. Ça vous dérange, si je jette un œil à l'appareil ? » Il m'a conduite dans la cour latérale. Il était là. Une boîte métallique rouillée, et tremblotante. J'ai vérifié la plaque avec le numéro de série, fabriqué en 1990. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai pris une photo de l'appareil rouillé. Ensuite, j'ai pris une photo du numéro de série. Ryan n'avait pas dépensé 8 000 € pour une nouvelle climatisation. Il avait empoché l'argent. Probablement, pour payer l'acompte de ce pick-up orange. Et il avait laissé un locataire qui payait son loyer, pourrir dans la chaleur, tout comme il laissait sa grand-mère, pourrir dans l'humidité. Ce n'était pas de la simple incompétence. Ce n'était pas juste le syndrome de l'enfant roi. C'était de la maltraitance sur personne âgée. C'était de la fraude. C'était un délit pénal. Si vous écoutez ceci, et que votre sang bout, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi, tout de suite. Si vous pensez que voler sa propre grand-mère est la chose la plus basse qu'un être humain puisse faire, cliquez sur le bouton j'aime. Et si vous voulez voir Ryan faire face à la justice, écrivez le mot karma dans les commentaires ci-dessous. Faites-moi savoir que je ne me bats pas seul. Je suis retourné à ma voiture. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une rage froide et mortelle. J'ai regardé la photo de la machine rouillée, une dernière fois. Ryan pensait qu'il était invulnérable, parce qu'il était le fils préféré. Il pensait que papa le protégerait. Il pensait que maman lui trouverait des excuses. Mais il n'avait jamais fait la guerre, contre un officier de la logistique. Il ne savait pas que je n'allais pas seulement le démasquer, j'allais le détruire. Je suis retourné à la maison de grand-mère ce soir-là, sous une pluie battante. Le tonnerre grondait contre les vitres de ma berline, comme des tirs d'artillerie lointains, en écho à la tempête qui faisait rage dans mon ventre. J'avais les photos de la climatisation rouillée, et les pages du registre, cachées sous le bras.
Quand je suis entrée dans le salon, grand-mère était toujours assise dans son fauteuil, regardant le seau d'eau de pluie. Je n'ai pas pris de gants. J'ai posé les photos sur la table basse, les étalant comme une main gagnante au poker. Il te vole, grand-mère, ai-je dit. Ma voix tremblait, d'une rage contenue. Ryan siphonne tes biens. En voici la preuve. Grand-mère Margaret a mis ses lunettes de lecture. Sa main tremblait lorsqu'elle a soulevé la photo du vieux climatiseur des années 90. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré. Elle a simplement soupiré. Un son long et fatigué, qui semblait porter le poids d'une décennie de trahison. Je sais, a-t-elle murmuré. Sa voix était rauque. Je me gèle. Tu le sais. Alors pourquoi le laisses-tu vivre comme un roi, pendant que tu es assise ici, dans l'humidité? Elle a retiré ses lunettes, et m'a regardé. Ses yeux étaient remplis d'une douleur, qui n'avait rien à voir avec l'argent. Parce que ton père, Thomas. Il m'a posé un ultimatum. Il y a 3 ans, quand j'ai remis en question les dépenses de Ryan pour la première fois, Thomas m'a dit que si je faisais un scandale, si je faisais appel à des avocats ou à la police, il me couperait les ponts. Elle a tendu la main, et a serré la mienne. Il a dit qu'il s'assurerait que je ne te revois plus jamais, Olivia. Il a dit qu'il te raconterait que j'avais perdu la tête et qu'il refuserait de te laisser me rendre visite. Il t'a prise en otage pour acheter mon silence. L'air a déserté mes poumons. Mon père n'avait pas seulement fermé les yeux sur les agissements de Ryan. Il avait utilisé ma relation avec lui comme une arme pour faire chanter sa propre mère. Il avait monétisé son accès à sa fille pour protéger les vols de son fils. C'est à ce moment précis que le dernier fil de loyauté que je ressentais envers Thomas Matthews s'est rompu. Il n'était plus mon père. Il était un combattant ennemi. Grand-mère Margaret a redressé le dos. Sa fragilité semblait s'être évaporée, remplacée par l'acier de la femme, qui dirigeait un empire logistique dans les années 80. Olivia, a-t-elle dit. Sa voix est descendue d'une octave, impérieuse et tranchante. Je ne laisserai pas l'héritage de mon mari se faire déchiqueter par des vautours. Tu es la seule dans cette famille à avoir de la discipline. Tu es la seule qui connaisse la valeur d'un euro, parce que toi, tu travailles vraiment pour gagner les tiens. Elle a pointé un doigt osseux vers moi. Je veux tout te transmettre, absolument tout, dès maintenant, avant de mourir. Papa va me tuer, ai-je lâché, une vieille peur refaisant surface. Elle a souri. Une expression froide et sèche. Il ne pourra absolument rien faire. Surtout, si les documents sont blindés. As-tu le courage d'accepter cette mission, lieutenant? J'ai regardé le seau d'eau. J'ai regardé ses yeux féroces. Oui, madame. Le lundi matin à 8 heures, nous avons lancé l'opération. J'ai appelé Dylan, mon cousin. C'était un mécanicien, un travailleur acharné, qui roulait dans un vieux pick-up cabossé, et qui détestait la prétention de ma famille proche. Il a accepté d'être notre chauffeur, sans poser la moindre question. Nous avons installé grand-mère dans le véhicule de Dylan, et nous avons conduit jusqu'au centre-ville, en nous garant dans une ruelle, derrière l'étude de Maître Davis. Ce dernier était un vieil ami de la famille, un notaire spécialisé dans le patrimoine, qui savait où tous les cadavres étaient enterrés. Nous sommes entrés par la porte de derrière, afin d'éviter de croiser les partenaires commerciaux de mon père, qui auraient pu déjeuner dans les parages. Maître Davis avait déjà préparé les documents, sur son lourd bureau en acajou. C'est une donation entre vifs, avec transfert de propriété immédiat, a expliqué Maître Davis, en poussant une épaisse pile de papier dans notre direction. Cela contourne le testament. Cela prévaut sur tout le reste. Il a pointé un article spécifique. Bénéficiaire unique, Olivia Margaret Matthews. Ensuite, sont venus les actes de transfert, 8 au total, un pour chaque propriété. Grand-mère n'a pas hésité. Elle a pris un stylo, et a commencé à signer. Scratch, scratch. Le bruit de l'encre, coulant sur le lourd papier notarié, était bruyant dans le bureau silencieux.
Pour moi, cela sonnait comme le clic métallique d'un chargeur, qu'on insère dans un fusil. Avec chaque signature, elle dépouillait Ryan de son pouvoir. Avec chaque coup de tampon officiel, elle restaurait sa propre dignité. La maison du Cap d'Antibes, signé. L'immeuble de l'avenue Jean Médecin, signé. L'entrepôt commercial, signé. Lorsque le dernier document a été authentifié, grand-mère m'a regardé. Elle avait l'air fatiguée, mais ses yeux étaient clairs. Écoute-moi bien, Olivia, a-t-elle ordonné, en serrant mes poignets avec une force surprenante. C'est la partie la plus importante. Silence radio. Silence radio, ai-je répété. À partir de maintenant, jusqu'au jour où je serai sous terre, et même après cela, jusqu'au moment précis où ils essaieront de tout te prendre, tu ne dis rien. Tu laisses Ryan conduire ce gros pick-up. Tu laisses Thomas se pavaner au club. Tu les laisses dormir sur leurs deux oreilles, dans leur arrogance. Tu les laisses penser qu'ils ont gagné. Parce que, lorsqu'un ennemi est satisfait, il n'est plus sur ses gardes. J'ai hoché la tête, gravant cette stratégie dans mon esprit. Vous comprenez, je suis sorti de cette étude notariale, en portant un secret valant des millions d'euros. Je suis retourné à ma base. J'ai été déployé à l'étranger. Et, pendant 3 années de torture, j'ai observé de loin. J'ai vu Ryan vider les comptes bancaires. J'ai vu mes parents le caresser dans le sens du poil. J'ai vu comment il me traitait, comme une nuisance. J'ai enduré chaque insulte, chaque rejet, chaque remarque condescendante, sur ma solde de militaire. J'ai tenu ma langue, parce que je savais quelque chose, qu'ils ignoraient. Je savais que chaque euro volé par Ryan n'était qu'une preuve de plus, s'accumulant contre lui. Je savais que la terre sur laquelle ils se tenaient ne leur appartenait plus. Elle appartenait aux fantômes, dans le coin de la pièce. La terre sur la tombe de grand-mère Margaret n'était pas encore sèche, quand l'embuscade a eu lieu. Nous venions tout juste de rentrer du cimetière. Les limousines noires tournaient encore au ralenti dans l'allée, et les invités se dispersaient dans le salon, pour la veillée funèbre. Mais, avant même que je n'aie pu retirer mes gants blancs, mon père m'a attrapé par le coude. Ses doigts se sont enfoncés dans mon bras, avec une force qui ressemblait davantage à des menottes qu'à une étreinte. « Écoute-moi » a-t-il marmonné. Sa voix était basse, et tendue. « Réunion de famille, tout de suite. » Je l'ai suivi, dans son bureau personnel. La pièce sentait le vieux cuir, et la fumée de cigares hors de prix. L'odeur d'un club exclusif, où je n'avais jamais eu le droit d'entrer. Papa a contourné son grand bureau en chêne, et s'est assis, adoptant la posture d'un juge. Maman était assise dans le fauteuil des invités, tamponnant ses yeux secs avec un mouchoir. Ryan était adossé à la bibliothèque, les chevilles croisées, ayant l'air de la victime tragique, horriblement dérangée par un décès dans la famille. Sur le bureau, posé seul sur le sous-main vert, se trouvait un unique document. Papa n'a pas perdu de temps en politesse. Il a poussé le papier dans ma direction, accompagné de son lourd stylo plume Mand Blanc noir. « Signe ça, Olivia » a-t-il ordonné. J'ai baissé les yeux. Le titre, en haut de la page, indiquait « Renonciation au droit de succession ». « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé, bien que je sache pertinemment ce que c'était. « C'est une simple formalité » a répondu papa, en balayant l'air d'un geste dédaigneux. « Cela stipule que tu renonces volontairement à toute réclamation sur les biens de ta grand-mère. Cela simplifie le transfert des actifs à Ryan. Nous ne voulons pas impliquer les tribunaux et les avocats, n'est-ce pas? Ça devient brouillon, ça devient coûteux. Nous sommes une famille, nous réglons ça en interne. » Il ne me le demandait pas, il m'ordonnait de me dépouiller moi-même. Avant que je ne puisse répondre, maman a commencé son grand numéro. Elle a tendu le bras, et a touché ma main. Son visage s'est plissé, dans un masque d'inquiétude maternelle. « Olivia, ma chérie, s'il te plaît, regarde ton frère » a-t-elle dit, en pointant du doigt l'homme de 36 ans, qui était actuellement en train de vérifier ses SMS. Ryan a besoin de stabilité. Il va se marier avec Brooke.
Il a besoin de subvenir à ses besoins. Toi, tu pars tout le temps en mission. Tu n'es pas là, pour gérer le patrimoine. Elle a pris une inspiration, puis a porté le coup de grâce, qu'elle préparait depuis des années. En plus, ma chérie, a-t-elle ajouté, sa voix descendant à un chuchotement de conspiratrice. Tu es une femme. Tôt ou tard, tu te marieras. Tu changeras de nom de famille. Les actifs. Ils doivent vraiment rester sous le nom des Matthews. Ryan est le seul fils, c'est lui qui porte l'héritage. Tu le comprends, n'est-ce pas? C'est simplement l'ordre naturel des choses. Mon estomac s'est retourné. Voilà. Le sexisme n'était même plus subtil. Dans le monde de Suzanne Matthews, ma biologie me rendait incapable de gérer des biens, parce que je n'avais pas la bonne anatomie. Je ne méritais pas l'héritage. Elle utilisait mon sexe, pour justifier son vol. Ensuite, Ryan s'est décollé de la bibliothèque, et s'est approché d'une démarche fanfaronne. Il a posé une main lourde sur mon épaule, la pressant d'une manière qui se voulait protectrice, mais qui n'était que condescendante. « Allez, petite sœur, a-t-il dit, arborant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ne sois pas compliqué. Signe le papier, et je saurai te récompenser. Je te dis quoi, dès que j'aurai vendu la maison du Cap d'Antibes, je t'achèterai ce sac Hermès, que toutes les célébrités s'arrachent. Un Birkin, un Kelly, ce que tu veux, c'est pour moi. » Je l'ai dévisagé. Il croyait sincèrement que ma dignité pouvait s'acheter avec un sac à main. Il pensait que j'étais une enfant superficielle, qu'on pouvait distraire avec un objet brillant, pendant qu'il volait des millions d'euros en biens immobiliers. Le silence dans la pièce s'est étiré, mince et tendu, comme un élastique prêt à claquer. Tout le monde me regardait. Papa avec son autorité, maman avec sa culpabilité, Ryan avec son pot de vin, tous s'attendant à ce que je cède, s'attendant à ce que la gentille petite fille se plie à leurs exigences. Je sais que beaucoup d'entre vous, qui m'écoutez en ce moment, vous êtes déjà tenus dans une pièce similaire à celle-ci. On vous a dit de préserver la paix de la famille, au détriment de votre propre âme. On vous a répété que la famille passait avant tout, par des gens qui, eux, vous faisaient passer en dernier. Si vous en avez assez d'être manipulé par les personnes même qui sont censées vous protéger, cliquez sur le bouton j'aime, tout de suite. Et si vous auriez, vous aussi, refusé de signer ce papier, écrivez le mot « respect » dans les commentaires. Montrez-moi que vous connaissez votre propre valeur. J'ai soulevé le document. J'ai senti la texture du papier, entre mon pouce et mon index. Puis, j'ai regardé mon père. J'ai regardé ma mère. Et enfin, j'ai regardé Ryan. Mon expression n'a pas changé. Mon pouls ne s'est pas accéléré. J'étais calme. D'un calme mortel. Vous me demandez qui je suis, ai-je dit, ma voix étant assez froide, pour geler l'air de la pièce. Je suis lieutenant de vaisseau de la Marine nationale. J'ai prêté serment de servir la République, et de la défendre contre tous ses ennemis, de l'intérieur comme de l'extérieur. J'ai fait une pause, laissant les mots flotter dans l'air. Et j'ai réalisé quelque chose aujourd'hui, ai-je continué, en plongeant mon regard dans celui de mon père. La cupidité est un ennemi. La manipulation est un ennemi. J'ai saisi la renonciation des deux mains. Scratch. Le bruit de la déchirure a été fort, violent, et définitif. J'ai déchiré le document en deux, puis en quatre. J'ai laissé les morceaux tomber, comme de la neige, sur le bureau immaculé de mon père. Je ne signerai rien, ai-je déclaré. Et je ne veux pas de ton sac, Ryan. Je veux ce qui m'appartient. Petite ingrate, a hurlé Ryan, en s'élançant vers l'avant, le visage cramoisi. Je ne ferai pas ça à ta place, l'ai-je averti, en ajustant légèrement ma posture. On se verra à la lecture du testament. Je me suis retournée, et je suis sortie du bureau, en laissant la porte grande ouverte derrière moi. Dans mon dos, je pouvais entendre le silence stupéfait, se transformer en un chaos total. Mais je n'ai pas jeté un seul regard en arrière. La guerre avait officiellement commencé. Pendant les 3 jours qui ont précédé la lecture du testament,
je n'ai pas dormi, je n'ai pas mangé. J'ai fonctionné au café noir, et à l'adrénaline pure et dure d'un chef de mission, se préparant à lancer l'assaut. Mon appartement temporaire, dans le centre de Nice, ressemblait davantage à un centre d'opération, qu'à un véritable foyer. Ma table à manger était recouverte de piles de dossiers, de bloc-notes juridiques, et baignait dans la lumière bleue de 2 écrans d'ordinateur. Je ne me contentais pas d'attendre la réunion, je montais un dossier d'accusation. Je me suis connecté au portail du service de la publicité foncière. Pour la plupart des gens, c'est une base de données d'un ennui mortel. Mais pour moi, c'était une véritable mine d'or. J'ai téléchargé l'historique des transactions, pour chaque bien immobilier du portefeuille. Ensuite, j'ai croisé ces informations, avec les relevés bancaires, que j'avais obtenus grâce à mon statut de mandataire de la donation. Ce que j'ai découvert m'a fait serrer les mâchoires. Ryan ne s'était pas contenté de voler de l'argent liquide, via des fraudes à l'entretien. Il avait essayé d'hypothéquer les maisons. Il y avait 3 demandes de prêts refusées, émanant de créanciers peu scrupuleux, le genre d'établissements qui prennent des taux d'intérêt à 20%. Ryan avait tenté d'utiliser la maison du Cap d'Antibes comme garantie, pour obtenir un afflux rapide de liquidités, probablement pour couvrir ses pertes en crypto-monnaie. Mais les banques lui avaient opposé un refus. Pourquoi ? Parce que, lorsqu'elles ont effectué une recherche de titre de propriété, le nom sur l'acte ne correspondait pas au sien. J'ai imprimé chaque lettre de refus. J'ai imprimé les relevés d'imposition, montrant des pénalités pour retard de paiement. Chaque feuille de papier était une balle dans mon chargeur. Je ne les ai pas simplement jetés en tas, je les ai organisés, avec la précision glaciale d'un officier de la logistique. Surligneur jaune pour la fraude, surligneur rose pour la négligence, surligneur bleu pour l'évasion fiscale. J'ai perforé les documents, et je les ai insérés dans des classeurs bleu marine. Clic, clic. Le son des anneaux métalliques qui se refermaient, était rythmé, et apaisant. Arrivé au vendredi soir, je n'avais pas un simple tas de plaintes. J'avais un dossier militarisé. Le samedi matin, jour du jugement, j'ai passé un seul coup de téléphone. Dylan, ai-je dit, lorsque mon cousin a décroché. Tu es libre aujourd'hui ? Oui, a-t-il balbutié. Le bruit d'une clé à molette résonnait en arrière-plan. Je répare juste mon pick-up. Pourquoi ? J'ai besoin de toi, à la maison, pour la lecture du testament. À 14h tapante, mais une chemise avec un col. Il y a eu un long silence au bout du fil. Dylan était un type bien, un mécanicien qui se tenait à l'écart des drames familiaux. Mais il n'était pas stupide. Olivia, a-t-il repris, la voix soudain plus grave. Tu vas vraiment faire ça ? L'oncle Thomas. Il n'a pas l'air en forme. Sa tension artérielle est élevée. Si tu fais exploser tout ça, il pourrait avoir une crise cardiaque. J'ai regardé la pile de preuves sur mon bureau. J'ai pensé au seau d'eau de pluie, dans le salon de grand-mère. J'ai pensé à la façon dont papa avait fait chanter sa propre mère. Il a fait ses propres choix, Dylan, ai-je répondu, d'une voix neutre. Il a choisi son camp, il y a 3 ans. Aujourd'hui, il doit faire face aux conséquences de ses choix. J'ai simplement besoin d'un témoin. Quelqu'un, qui n'est pas à sa solde. Tu seras là. Je serai là, Dylan. À 13h, j'ai entamé mon rituel de préparation. La plupart des gens auraient mis une robe noire, pour des obsèques. Ils auraient porté quelque chose de sobre, se fondant dans la foule matinale. Mais je n'allais pas là-bas pour faire mon deuil. J'allais là-bas, pour présider une cour martiale. J'ai ouvert ma housse à vêtements, et j'en ai sorti mon uniforme de cérémonie bleu marine. Le tissu était lourd, impeccable, sans la moindre peluche. J'ai enfilé le pantalon, le remontant, et fixant la ceinture. J'ai boutonné ma chemise blanche, m'assurant que le col était assez amidonné, pour pouvoir couper du verre. Puis, est venue la veste, avec ses boutons dorés à double boutonnage. Je me suis tenue devant le miroir en pied. J'ai brossé mes cheveux en arrière, les tirant fermement contre mon crâne, les torsadant en un chignon réglementaire, qui reposait parfaitement sur ma nuque.
Pas un seul cheveu ne dépassait. Aucune douceur, aucune féminité, pour qu'il ne puisse pas s'en moquer. J'ai épinglé ma barrette de médaille, sur le côté gauche de ma poitrine. Ma médaille de la défense nationale a brillé, sous la lumière de la salle de bain. Je l'avais reçue, pour avoir optimisé la chaîne d'approvisionnement des vaccins, lors d'une crise mondiale, économisant ainsi des milliers d'heures de travail. Ma famille appelait ça, un boulot de fonctionnaire. J'appelais ça, la compétence. J'ai regardé mon reflet. La petite fille, qui avait autrefois mendié 50 € pour des livres de révision, avait disparu. La femme, qui me dévisageait en retour, était le lieutenant Matthews. Elle incarnait l'honneur, le courage, et l'engagement, et elle s'apprêtait à faire appliquer le code de justice militaire, dans le salon de ses parents. Avant de partir, j'ai glissé la main dans ma table de nuit, et j'en ai sorti une petite Bible en cuir, que grand-mère Margaret m'avait offerte, le jour de ma remise d'épaulettes. Un marque-page y était inséré. Je l'ai ouverte au psaume 118, verset 22. J'ai lu les mots à voix haute. Une incantation silencieuse, contre les manipulations psychologiques que j'allais affronter. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. J'ai fermé le livre, et je l'ai glissé dans ma poche. Finalement, j'ai tendu la main, et j'ai soulevé la mallette en aluminium 0 Haliburton. Elle était lourde, froide, et indestructible. J'ai placé les dossiers bleu marine à l'intérieur, en les rangeant minutieusement à côté des documents originaux de la donation. Clic clic. Le bruit des loquets qui se fermaient, a résonné dans l'appartement vide, comme le bruit d'une culasse de fusil qu'on arme. J'ai regardé ma montre, il était temps d'y aller. J'ai pris la mallette, j'ai passé le pas de la porte, et je n'ai pas regardé en arrière. Le silence était terminé. Le chasseur rentrait à la maison. Ma question, concernant la date du dossier, est restée suspendue en l'air, comme la fumée d'un pistolet qu'on vient de décharger. Maître Hollis a cligné des yeux, son stylo figé au-dessus de la ligne de signature du testament. Pardon, a-t-il bégayé, les sourcils froncés. Le dossier a été mis à jour, pour la dernière fois, en 2018. En quoi cela a-t-il une quelconque importance? Je ne lui ai pas répondu avec des mots. Je me suis penché, et j'ai soulevé la mallette en aluminium. Je l'ai posée sur la table basse en verre, avec un lourd bruit métallique, qui a fait taire toute la pièce. D'un geste décidé de la main, j'ai écarté les verres de chardonnay à moitié vides, et les flûtes en cristal, dégageant ainsi le champ de bataille. Clic, clic. Le claquement sec des loquets qui s'ouvraient, a été net et bruyant, dans ce silence soudain. J'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, les dossiers bleu marine, et la pile de documents notariés, reposaient, organisés avec une précision militaire. J'ai tendu la main, et j'ai sorti le premier document. Je l'ai levé bien haut, laissant la lumière du lustre éclairer le sceau rouge officiel, du service de la publicité foncière. Ceci, ai-je déclaré, ma voix étant calme, assurée, et terriblement plate. Ceci est l'acte de transfert de propriété, pour le domaine du Cap d'Antibes. Je l'ai jeté sur la table, devant Maître Hollis. Propriétaire enregistré, Olivia Margaret Matthews. Date d'enregistrement, 14 mai 2021. Il y a 3 ans de cela. J'ai replongé la main dans la mallette. Voici l'acte pour l'immeuble de l'avenue Jean Médecin. Transféré. Je l'ai fait claquer sur la table. Voici l'entrepôt sur la route de Grenoble. Transféré. Clac. Voici la maison familiale, dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Transféré. Clac. J'ai regardé mon père, dont le visage avait pris une teinte grise, que je ne lui avais jamais vue auparavant. Le testament que vous venez tout juste de lire, est sans valeur, papa. Grand-mère ne t'a pas laissé un empire. Elle l'a confié à la seule personne, en qui elle avait confiance, pour ne pas le réduire en cendres. La pièce a explosé de chuchotements. Maître Hollis a saisi le premier acte. Ses mains tremblaient, tandis qu'il sortait une paire de lunettes de lecture, de sa poche. Il a examiné minutieusement le sceau. Il a vérifié l'authentification notariale.
De la sueur a commencé à perler sur son front. C'est Thomas, c'est authentique, a balbutié le notaire, en regardant mon père avec de grands yeux paniqués. La chaîne de propriété est claire. Il s'agissait d'une donation de son vivant, avec transfert immédiat à Olivia. Cela prévaut sur le testament. Les biens n'appartenaient plus à Margaret, pour qu'elle puisse les léguer à son décès. Ils appartenaient déjà à Olivia. L'empire que mon père pensait contrôler, l'héritage qu'il venait tout juste de transmettre à son garçon en or, s'est évaporé en un instant. Il s'est effondré au fond de son fauteuil. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, comme un poisson hors de l'eau. Le pouvoir qu'il exerçait sur moi, l'argent, l'héritage, la menace de m'exclure, tout cela avait disparu. Mais Ryan n'était pas prêt à accepter la défaite. Son visage s'est tordu, en un masque de rage pure et hideuse. Les veines de son cou ont gonflé, lorsque la réalité de sa propre ruine l'a frappé de plein fouet. « Espèce de menteuse » a-t-il hurlé, en postillonnant, alors qu'il se jetait vers la table. Il a balayé les papiers d'un revers de main, les envoyant voleter sur le sol. « Tu l'as manipulée. Elle était sénile. Elle ne savait même pas ce qu'elle signait. Tu l'as forcée. » Il s'est précipité sur moi, le poing armé en arrière. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas reculé d'un millimètre. J'ai adopté une posture de combat modifiée, les pieds écartés de la largeur des épaules, les bras levés pour protéger mon axe central. J'étais un officier entraîné de la marine. Il n'était qu'un gosse de riches ivres, dans un costume trop cher. Ne me touche pas, Ryan, l'ai-je prévenu, ma voix tombant dans le registre du commandement. Elle était folle, a crié Ryan, cherchant du soutien du regard autour de la pièce. Tout le monde sait que grand-mère perdait la tête. C'est une fraude. Non, elle ne l'était pas. La voix est venue du fond de la pièce. Dylan, mon cousin, dans sa chemise en flanelle et ses chaussures de sécurité, s'est avancé. Il a fendu la foule d'invités abasourdis, jusqu'à venir se poster, à mes côtés. C'est moi qui l'ai conduite à l'étude du notaire, a dit Dylan à Ryan, d'une voix grave et posée. Je me suis assis là pendant 2 heures, pendant qu'elle passait en revue chaque paragraphe avec Maître Davis. Elle n'était pas folle, elle avait simplement le cœur brisé. Elle a dit très clairement au notaire pourquoi elle faisait cela. Elle a dit qu'elle le faisait parce que tu la volais, et que l'oncle Thomas couvrait tes arrières. Un halètement collectif a parcouru la pièce. Les invités, les partenaires commerciaux, les courtisans, tous ont tourné leur regard vers Ryan et vers mon père. Le masque venait de tomber. Ils n'étaient pas une famille en deuil, ils étaient des voleurs. Ryan s'est figé. Sa poitrine se soulevait, pris au piège par une vérité irréfutable. Il a regardé maman, l'implorant silencieusement de réparer ça, mais elle a caché son visage dans ses mains, sanglotant doucement. Je me suis penchée, et j'ai ramassé les actes de propriété, en les époussetant avec un soin exagéré. Puis, je les ai remis dans la mallette, et je les refermés. J'ai regardé mes parents. Vous avez toujours dit que Ryan avait besoin d'une opportunité, pour grandir, ai-je dit, ma voix perçant le bruit des pleurs de ma mère. Eh bien, c'est l'occasion pour lui, couler ou nager. J'ai tourné mon regard vers Ryan, qui avait l'air soudain tout petit et pitoyable, privé de son héritage immérité. Je te donne 48 heures, pour débarrasser tes affaires personnelles du bureau de gestion, ai-je déclaré, en vérifiant ma montre. Si tu n'es pas parti, lundi à 17h tapante, je demanderai aux gendarmes de t'expulser pour violation de propriété. Et Ryan, j'ai déjà vérifié les livres de compte. N'essaie rien supprimer. J'ai des copies de sauvegarde. J'ai soulevé la poignée de la mallette. Elle me paraissait beaucoup plus légère. Et maintenant, profitez bien de vos cocktails aux crevettes, ai-je lancé, à la pièce silencieuse. Je me suis retournée, et j'ai marché vers la porte d'entrée. Mes bottes claquaient en rythme, sur le parquet, laissant le chaos derrière moi. Le lundi matin, exactement 48 heures après la lecture du testament, je suis arrivée au bureau de gestion immobilière. Je n'étais pas venue seule. J'avais amené avec moi
un huissier de justice et un gendarme. C'est la procédure standard, quand on s'attend à ce qu'une expulsion tourne mal. Et Ryan n'a pas déçu. Le bureau, qui était autrefois organisé et impeccable, sous la supervision de grand-mère, puait la tequila frelatée, et la panique. Ryan fourrait frénétiquement des papiers, dans une boîte en carton. Ses yeux étaient injectés de sang. Sa chemise était déboutonnée. Quand il m'a vu, debout dans l'encadrement de la porte avec l'officier en uniforme, il ne s'est pas figé. Il a explosé. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-il hurlé, en jetant une agrafeuse à travers la pièce. Elle a heurté le mur en placoplâtre, avec un bruit sourd. « J'ai bâti cette entreprise. »« Tu assèches cette entreprise », l'ai-je corrigé. Ma voix était calme. « Monsieur l'agent, s'il vous plaît, assurez-vous qu'il ne prenne que ses effets personnels. Aucun disque dur, aucun dossier. » Ryan a lâché un torrent d'insultes, qui ferait rougir même un marin de la flotte. Mais il a cessé de jeter des objets. Il s'est précipité vers l'ordinateur de bureau, et a commencé à taper frénétiquement sur le clavier. Je savais exactement ce qu'il essayait de faire. Il tentait de formater le disque dur. Il tentait d'effacer les preuves des pots de vin, liées aux travaux paysagers, et aux fausses factures. Je me suis approché, et j'ai débranché la tour de l'ordinateur. « Ne t'en fais pas », lui ai-je dit. J'ai cloné le disque à distance, samedi soir. Chaque email supprimé, chaque tableau Excel falsifié, a déjà été sauvegardé sur un serveur sécurisé dans le cloud. Ryan s'est effondré dans son fauteuil, vaincu par une technologie qu'il ne comprenait pas, et par une sœur qu'il avait largement sous-estimée. Dehors, l'effondrement de sa façade se poursuivait, avec une efficacité redoutable. Une dépanneuse pénétrait dans l'allée. Ce n'était pas n'importe quelle dépanneuse, c'était une saisie. La banque n'avait pas perdu de temps. Ryan n'avait pas payé les traites de son Ford Ranger Raptor, depuis 3 mois. J'ai regardé par la fenêtre, le crochet s'attachait au pare-choc du pick-up à 75 000 €. La peinture orange étincelait sous le soleil, pour la toute dernière fois, avant qu'il ne soit remorqué, ne laissant derrière lui que des taches d'huile sur l'asphalte. Mais l'agent de recouvrement a été tendre, comparé à Brooke. Elle est arrivée, juste au moment où Ryan était escorté hors du bâtiment, portant son carton de babiole de bureau. Elle n'était pas venue, pour le consoler. Elle avait appris la nouvelle, probablement par le SMS que j'avais envoyé à tous les locataires, leur demandant de virer les futurs loyers, sur le nouveau compte séquestre. Elle savait que le train de la richesse venait de dérailler. « Tu m'as dit que tu possédais ces immeubles », a-t-elle hurlé, plantée sur le parking avec ses talons de créateur. « Tu m'as dit que tu étais millionnaire. » Bébé, écoute, c'est juste un imbroglio juridique, a supplié Ryan, en tendant la main vers le bras de la jeune femme. Elle a reculé vivement, comme s'il était contagieux. Ensuite, elle a fait quelque chose, qui a même poussé le gendarme à détourner le regard, par embarras. Elle a retiré sa bague de fiançailles de son doigt. J'ai apporté cette bague chez le bijoutier, ce matin, pour savoir combien je pourrais en tirer, a-t-elle crié, en lui jetant la bague en pleine poitrine. C'est de l'oxyde de zirconium, Ryan. Tu m'as demandé en mariage, avec un vulgaire bout de verre. La bague a rebondi sur son polo, et a roulé sur l'asphalte. Brooke n'a pas attendu de Uber. Elle est montée dans sa voiture, et a quitté le parking en trombe, laissant Ryan planté là, avec rien d'autre qu'un carton de figurines, et un faux diamant tombé dans la boue. Mes parents sont arrivés, avec 10 minutes de retard pour pouvoir empêcher le carnage. Ils se tenaient près de leur berline, observant leur garçon en or, assis sur le trottoir, pleurant à chaudes larmes dans ses mains. Ils avaient l'air plus vieux, plus petits. Maman m'a regardé. Ses yeux imploraient pitié. Olivia, je t'en prie, nous pouvons arranger ça. Nous pouvons prendre un crédit, en hypothéquant notre maison, pour l'aider à récupérer les biens. J'ai lentement secoué la tête, vous ne pouvez pas, maman. Pourquoi pas, a demandé papa, la voix tremblante. Parce que j'ai vérifié les registres publics, ai-je dit, portant le coup de grâce.
Vous avez déjà contracté une deuxième hypothèque, sur votre maison, il y a 6 mois. Vous avez donné cet argent à Ryan, pour qu'il puisse rembourser ses dettes de jeu, n'est-ce pas? Vous n'avez plus aucun capital. Si vous essayez de le sauver une nouvelle fois, vous finirez à la rue. Ils sont restés là, dans un silence abasourdi. La réalité de leur complaisance venait, enfin, de les rattraper. Ils avaient parié toute la ferme, sur le mauvais cheval, et maintenant, la course était terminée. Mais le pire, n'a pas été l'expulsion, ni même la rupture amoureuse. Le pire, a été la lettre qui est arrivée à mon appartement, 3 jours plus tard. C'était une convocation. Ryan n'avait pas seulement volé grand-mère. Dans son désespoir, pour maintenir son train de vie, il avait gonflé ses revenus, sur des demandes de prêts bancaires. Il avait déclaré les revenus locatifs, comme étant les siens. C'est de la fraude bancaire. Et comme il empochait en liquide, une partie des paiements des locataires, pour ne laisser aucune trace papier, il ne l'avait évidemment pas déclaré sur ses impôts. C'est de l'évasion fiscale. L'administration fiscale, le fisc, n'en a que faire des drames familiaux. Eux, ils se soucient des mathématiques. Et les mathématiques de Ryan ne tenaient pas la route. Je me suis assise à mon bureau, et j'ai signé ma déclaration sous serment. J'ai emballé les dossiers bleu marine, contenant les relevés bancaires surlignés, ainsi que les photos du climatiseur rouillé, dans un carton adressé à la direction des enquêtes fiscales. Je ne faisais pas ça par vengeance. Je le faisais, parce que la loi l'exigeait. Mais pendant que je scellais la boîte, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que le karma a un don merveilleux pour remettre les compteurs à zéro. Cette nuit-là, je me suis assise seule, dans mon appartement. L'adrénaline du combat s'était dissipée, laissant derrière elle, une douleur sourde et vide, dans ma poitrine. Je me suis servi un verre d'eau, et j'ai regardé la photo encadrée de grand-mère Margaret, posée sur mon bureau. J'avais gagné. Le patrimoine était en sécurité. Le voleur risquait la prison. Ceux qui avaient fermé les yeux, faisaient face à la faillite. La justice avait été rendue. Froide et précise. Cependant, le silence dans mon appartement était assourdissant. Mon téléphone ne sonnait pas. Il n'y avait pas de SMS furieux de Ryan. Aucun message vocal manipulateur, de la part de maman. Ils avaient enfin compris que j'étais inatteignable. J'étais la grande gagnante, mais j'étais aussi une orpheline. J'avais des parents en vie, et un frère en vie, mais la famille que j'avais tant désirée, celle qui m'aurait aimé inconditionnellement, était morte, bien avant grand-mère Margaret. J'ai bu une gorgée d'eau, et j'ai fixé le mur vide. C'était un breuvage bien amer, que cette liberté. Mais, quand je repensais aux mensonges, aux vols, et aux manipulations, j'ai réalisé une chose, je préférais de loin, être seule dans la vérité, plutôt que de rester au chaud, dans une maison bâtie sur des mensonges. Avec l'élimination des parasites, l'hôte a pu commencer à guérir. J'ai géré le patrimoine immobilier des Matthews, non pas comme un hobby familial, mais comme une véritable opération militaire. J'ai remplacé la comptabilité chaotique de Ryan, griffonnée sur des coins de table, par des procédures opérationnelles standards, directement adaptées du commissariat des armées. La première règle que j'ai instaurée fut un accord de niveau de service, garanti sous 24 heures. Si un locataire signalait une fuite, une serrure cassée ou un radiateur défectueux, un technicien se rendait sur place en moins d'une journée. Pas d'excuses, pas de mensonges sur des soi-disant ruptures d'approvisionnement. J'ai renvoyé, un par un, tous les artisans douteux de Ryan, ceux qui facturaient le triple pour un travail bâclé, et qui arrivaient éméchés à midi. À leur place, j'ai signé des contrats exclusifs avec une entreprise de bâtiment locale, dirigée par un ancien des commandos marines. Pour la première fois depuis des décennies, les appartements de l'avenue Jean Médecin ont été repeints, les toits ont été réparés, et la plomberie a été mise aux normes. Je n'ai pas augmenté les loyers d'un seul centime. J'ai tout simplement arrêté de financer le train de vie luxueux de Ryan. Et soudainement, l'entreprise s'est avérée suffisamment rentable pour pouvoir réinvestir en elle-même. Le changement d'atmosphère a été palpable. Ma boîte de réception, autrefois inondée de menaces de poursuites judiciaires, de la part de locataires furieux,
a commencé à se remplir de cartes de remerciements. Une locataire, une enseignante à la retraite nommée Madame Gable, m'a même cuisiné un gâteau. C'était un petit geste, mais il signifiait bien plus pour moi que n'importe quelle salve d'applaudissements lors d'un cocktail mondain. La gentillesse et la discipline, ai-je compris, ne s'excluaient pas mutuellement. Elles allaient de pair. Une fois l'entreprise stabilisée, j'ai tourné mon attention vers la maison. La maison de grand-mère Margaret. J'ai passé une semaine entière à vider les lieux. J'ai rempli des sacs poubelles de chantier, avec tout le bric-à-brac de mauvais goût que Ryan avait acheté avec l'argent volé. Les écrans d'ordinateur incurvés pour les jeux vidéo, les baskets de créateurs abandonnés dans le placard, les caves à cigares pour des havanes qu'ils ne fumaient même pas. J'ai tout jeté aux encombrants. J'exorcisais la cupidité, hors de ces murs. En nettoyant la chambre principale, j'ai trouvé un journal intime en cuir, caché sous le matelas de grand-mère. Il datait d'il y a 5 ans. Je me suis assise sur le bord du lit. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les grains de poussière, et je l'ai ouvert. Vers le milieu, je suis tombée sur une note, qui a coupé mon souffle. Ryan a le charme de son père, mais il a aussi les mêmes faiblesses. Il a besoin d'être aimé. Olivia est différente. Elle a des yeux tristes, mais ils sont résolus. Elle me rappelle mon mari. Elle ne réclame pas d'attention, elle réclame du travail. C'est elle, qui sera la gardienne du feu de cette famille, même si tous les autres sont trop aveugles, pour le voir. Les larmes sont venues, sans le moindre avertissement. Pendant 32 ans, j'avais cru que j'étais une déception. J'avais cru que j'étais une fille froide, et indigne d'être aimée. Mais elle m'avait vue. Elle avait vu la vérité, qui se cachait sous mon uniforme. J'ai sangloté, jusqu'à en avoir mal à la poitrine, libérant ainsi toute une vie de rejet. Quand je me suis calmée, j'ai pris le portrait de grand-mère Margaret, celui qui avait été pris quand elle avait acheté son tout premier camion, et je l'ai accroché au-dessus de la cheminée. La maison est devenue plus lumineuse. Ce n'était plus une scène de crime. Maman. J'ai hésité. Mon doigt est resté suspendu au-dessus du bouton de rejet d'appel, mais le sens du devoir est une habitude, qui est difficile à perdre. J'ai décroché. Olivia, a-t-elle dit. Sa voix était fluette, tremblante, totalement dénuée du ton condescendant, qu'elle avait utilisé dans le bureau ce jour-là. Bonjour, maman. C'est ton père, a-t-elle dit, la voix brisée. Sa tension artérielle a grimpé en flèche. Il est à l'hôpital Pasteur. Et, Olivia. La banque a envoyé un avis de saisie. Ils vont nous expulser de notre maison. Nous ne pouvons plus payer la 2e hypothèque. Nous n'avons plus rien. Elle a fait une pause, attendant que j'intervienne, attendant que l'ancienne Olivia propose de tout arranger. Je t'en prie, peux-tu nous aider? S'il te plaît, au nom de la famille. J'ai pris une grande inspiration. J'ai repensé à la renonciation de droit, qu'elle avait essayé de me forcer à signer. J'ai pensé à la façon dont elle m'avait dit de sacrifier mes droits, simplement parce que j'étais une femme. Je vais appeler le service facturation de l'hôpital, ai-je répondu, la voix ferme. Je paierai les frais de séjour de papa, directement à l'hôpital. Oh, merci, a-t-elle sangloté. Et pour la maison. Si tu nous virais juste 50 000 €, nous pourrions rattraper notre retard. Non, l'ai-je interrompu. Quoi? Non, je ne vous enverrai pas d'argent liquide, maman. Si je vous donne de l'argent, vous trouverez simplement un moyen, de l'injecter dans le fonds de défense juridique de Ryan, ou dans sa prochaine magouille de Paris. Je m'assurerai que vos soins médicaux soient couverts, mais je ne vous sauverai pas de votre hypothèque. C'est vous, qui avez signé ces documents. Vous avez parié votre maison sur Ryan. Vous devez maintenant assumer ce pari. Mais nous allons nous retrouver à la rue, a-t-elle pleuré. Comment peux-tu être aussi cruelle? Ce n'est pas de la cruauté, maman, c'est de la responsabilité. Je suis en train de vous donner la leçon, que vous avez oublié d'enseigner à votre fils. J'ai raccroché, avant qu'elle ne puisse essayer de me manipuler davantage.
Ça a fait mal. C'était comme de devoir s'amputer d'un membre. Mais je savais que, si je ne tenais pas bon sur cette ligne de front, ils m'entraîneraient vers le fond, pour me noyer avec eux. Novembre est arrivé, apportant avec lui une brise côtière un peu fraîche. Pour le soir de Noël, je ne suis pas allée chez mes parents. Il n'y avait pas de cocktail aux crevettes, il n'y avait pas de faux-semblants. J'ai organisé un dîner, dans la maison de grand-mère. La table était dressée avec sa plus belle porcelaine. L'air sentait bon la volaille rôtie, les herbes fraîches, et la fumée du feu de cheminée. Mes invités formaient un groupe hétéroclite. Il y avait Dylan, qui avait soigneusement lavé le cambouis de ses mains, et mis une belle chemise. Il y avait Madame Gable, ma locataire. Il y avait 2 de mes collègues militaires, qui n'avaient pas de famille dans la région. Et il y avait l'entrepreneur, l'ancien des commandos marines, qui avait apporté le dessert. Nous n'étions pas liés par le sang, nous étions liés par le respect. Je me tenais en bout de table, à la place que mon père occupait autrefois, tel un tyran. J'ai levé mon verre. À Margaret, ai-je dit. À Margaret, ont répété les convives. J'ai regardé les visages souriants, autour de la table. Il n'y avait aucune tension. Personne n'essayait de me manipuler. Personne ne jugeait mon sexe, ou mon salaire. J'ai compris alors, que j'avais passé toute ma vie à essayer de gagner une place, à une table où je n'avais jamais été désiré. Alors que pendant tout ce temps, j'avais le pouvoir de construire ma propre table. J'avais trouvé ma tribu. Et pour la première fois de ma vie, en ce soir de Noël, j'étais vraiment, profondément reconnaissante. 3 mois après que la poussière soit retombée, mon père a demandé à me rencontrer. Il n'avait pas choisi un country club, ou un restaurant chic, où il avait l'habitude de parader avec ses partenaires d'affaires. Il avait choisi un petit café de quartier, sans prétention, près du port. Un endroit, où le café est servi dans des tasses blanches et épaisses, et où les menus sont plastifiés. Je suis arrivée avec 10 minutes d'avance. C'est une habitude, dont je ne me défrais jamais. Depuis ma banquette, j'ai regardé sa voiture entrer sur le parking. Il ne conduisait plus sa berline de luxe. Il était au volant d'une Peugeot vieille de 10 ans. Son pare-choc était cabossé, et la peinture avait blanchi sous le soleil du sud. Quand il est entré, je l'ai à peine reconnu. L'homme qui commandait la pièce lors des funérailles, avec sa voix tonitruante et son costume sur mesure, avait disparu. À sa place, se trouvait un homme qui paraissait 10 ans de plus. Ses épaules étaient voûtées sous un polo, qui flottait sur sa silhouette amaigrie. Il s'est assis en face de moi. Il n'a pas croisé mon regard. Il a fixé son café noir. Ses mains tremblaient légèrement, lorsqu'il a tendu le bras pour prendre des sachets de sucre. Ryan passera en jugement, le mois prochain, a-t-il dit. Sa voix était faible, vidée de son ancienne résonance. Il refuse de nous adresser la parole. Il dit que c'est de notre faute. Il dit que nous l'avons tellement gâté, qu'il n'a jamais appris à survivre seul. Papa a lâché un court rire amer. Et il a raison. Je suis restée silencieuse, lui laissant le temps de trouver ses mots. J'étais aveugle, a-t-il murmuré, en levant enfin les yeux. Ses yeux étaient rouges, cernés de poches sombres. J'étais tellement obsédée par l'idée du fils aîné, par l'image du nom des Matthews, porté par un homme, que je n'ai pas été capable de voir ce qui se trouvait, juste devant moi. J'avais un diamant entre les mains, et je l'ai jeté pour courir après un vulgaire bout de verre. C'était la toute première fois, en 32 ans, que Thomas Matthews admettait qu'il avait eu tort. Je l'ai regardé, par-dessus la table en formica. J'ai attendu que la colère monte, que mes vieilles rancœurs s'enflamment, mais ce n'est pas arrivé. À la place, j'ai ressenti une étrange et lourde compassion. Il avait passé sa vie, à bâtir un sanctuaire dédié à son propre ego, et maintenant, il était assis au milieu des ruines. « Je te pardonne, papa » ai-je dit, doucement. Sa tête s'est relevée d'un coup. La surprise a balayé son visage. Il avait l'air de s'attendre à ce que je lui hurle dessus, que je me vante, ou que je remue le couteau dans la plaie. « Je ne fais pas ça pour toi » ai-je continué, la voix ferme. « Je le fais, parce que je refuse de porter le fardeau de la haine,
que j'ai pour toi, pour le reste de ma vie. C'est un sac à dos bien trop lourd, et j'ai décidé de le poser. Je me suis penchée en avant, établissant les frontières de notre nouvelle relation. Mais le pardon n'est pas synonyme d'amnésie. Je m'assurerai que la société paie vos frais médicaux. Je m'assurerai que maman et toi ayez un toit au-dessus de vos têtes. Mais tu n'auras plus jamais ton mot à dire dans ma vie. Tu ne me donneras plus jamais de conseils en affaires, et tu n'essaieras plus jamais, au grand jamais, de me manipuler à nouveau. Ce sont mes conditions. Il a lentement hoché la tête. Une seule larme a glissé sur la barbe naissante de sa joue. C'était un triste compromis, mais c'était un compromis juste. J'ai quitté le café, avant le coup de feu de midi. J'avais du travail qui m'attendait. L'après-midi même, j'ai rencontré Maître Davis, pour finaliser un nouvel avenant au fonds de dotation de la famille Matthews. Nous n'allions pas acheter de nouveaux biens immobiliers, nous allions investir dans les gens. Êtes-vous bien certaine de ce pourcentage, Olivia ? A demandé Maître Davis, en tapotant le projet avec son stylo. 20% des bénéfices bruts, c'est une somme considérable. J'en suis certaine, ai-je répondu. Nous avons créé le fonds de dotation Margaret Matthews, mais il n'était pas ouvert à tous. Il était spécifiquement destiné aux enfants des militaires du rang de la Marine nationale. Ces hommes et ces femmes, qui travaillent le plus dur, et qui gagnent le moins. Je voulais m'assurer qu'aucune fille de 18 ans n'ait jamais à mendier 50 € à ses parents pour pouvoir acheter des manuels scolaires. Je voulais m'assurer que si un enfant avait la volonté de réussir, l'argent ne serait jamais une barrière pour l'arrêter. L'héritage de grand-mère ne serait pas qu'un simple portefeuille d'immeubles recouvert de crépi. Il serait une échelle, permettant à la prochaine génération de s'élever. Ce soir-là, je me tenais sur le balcon de la maison, face à la plage silencieuse. Le soleil se couchait sur la mer Méditerranée, peignant le ciel de teintes violettes, comme des ecchymoses, et d'un orange flamboyant. Pour la première fois depuis que je m'étais engagée dans l'armée, mes cheveux n'étaient pas tirés en un chignon réglementaire strict. Ils étaient détachés, libres, ondulant sauvagement dans le vent salé. J'ai pris une grande inspiration, goûtant l'air marin, sentant la vibration des vagues qui se brisaient, résonner dans ma poitrine. J'ai glissé la main dans ma poche, et j'ai touché la petite Bible en cuir. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir, pour connaître le verset. Il était gravé dans mes os. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. J'ai souri. Ils m'avaient rejeté. Ils avaient essayé de m'enterrer, mais ils ignoraient que j'étais une graine, et non un cadavre. La pression qu'ils avaient exercée sur moi, ne m'avait pas écrasé. Elle m'avait compressé. Elle avait transformé le charbon en diamant. J'ai tourné le dos à la maison sombre, et j'ai regardé vers l'horizon. La nuit tombait, mais à l'intérieur de moi, un long et froid hiver venait enfin de s'achever. C'était le lever du jour. La leçon la plus précieuse que j'ai apprise ne concernait ni l'immobilier, ni les donations de son vivant, mais l'estime de soi. Pendant des années, j'avais attendu des excuses, qui n'arriveraient jamais. Je pensais que si j'accomplissais assez de choses, si je servais mon pays avec assez de dévouement, ou si j'endurais assez de souffrances, ma famille finirait par voir ma valeur. Mais voici la vérité, vous ne pouvez pas faire sécher l'encre sur une histoire qui est écrite par quelqu'un d'autre. Vous devez prendre le stylo, vous-même. Si vous êtes le mouton noir ou le bouc émissaire, arrêtez d'essayer de teindre votre laine en blanc, pour plaire à des gens qui s'acharnent à vous comprendre de travers. N'attendez pas qu'on vous fasse une place, à une table toxique. Allez-y, et construisez la vôtre. Merci d'avoir monté la garde avec moi, jusqu'à la toute fin. Je sais que beaucoup d'entre vous, qui écoutez en ce moment, luttez dans vos propres batailles silencieuses, que vous rassemblez vos propres preuves, et que vous tenez la ligne de front, face à l'injustice. Je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà dû couper les ponts, pour sauver votre propre santé mentale ? Ou bien, êtes-vous encore en train de planifier votre stratégie de sortie ? Écrivez le mot « pierre » dans les commentaires ci-dessous, si vous êtes prêt à devenir la pierre angulaire de votre propre vie. Et si cette histoire vous a donné de la force, s'il vous plaît,
abonnez-vous et partagez-la, avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul. Vous faites désormais partie de cette tribu.